Pour un amateur d'histoire de l'astronomie, un passage à Prague conduit nécessairement au Clementinum, siège de l'ancien collège des Jésuites. Je vais y vivre un moment d'une grande intensité. La direction du Clementinum nous a en effet autorisés à filmer et photographier quelques-unes de ses plus belles salles avec ses objets scientifiques historiques. Seule condition, opérer nos prises de vue en 1 heure précise. Une course contre la montre que n'aurait certainement pas renié Jules Verne pour l'un de ses récits. La salle de la bibliothèque du Clementinum nous a été ouverte. Cette bibliothèque baroque possède une collection remarquable de globes, célestes ou terrestres, d'une très grande beauté. Cette précieuse heure, où chaque minute nous était comptée, a renforcé le caractère exceptionnel de ce moment de prise de vue. Les conditions sont cependant très difficiles, et pour réaliser une image sans autre éclairage que celui existant de la bibliothèque, je dois effectuer une pause de 20 secondes avec ma chambre photographique. Nous profitons de ce passage privilégié au Clementinum pour monter au sommet de son ancien observatoire astronomique. De là, une vue magnifique sur Prague se dévoile devant nous. La beauté de ce patrimoine ne doit cependant pas nous faire manquer la véritable raison de mon choix de passer par Prague dans le cadre de ce voyage initiatique vers le Soleil noir. Prague a en effet été le décor de l'un des plus étonnants rendez-vous de toute l'histoire de l'astronomie. Celui, en 1600, de 2 génies, Tycho Brahe et Johannes Kepler. 2 savants que pratiquement tout opposait et qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et que le destin va faire se croiser et s'associer à jamais pour l'histoire. Durant 3 jours, nous allons marcher sur les traces de Tycho Brahe et Kepler, appréhender la lumière d'une ville qu'ils ont habitée et fouler les mêmes rues. La rencontre de Johannes Kepler avec Tycho Brahe est celle d'un mathématicien génial avec le plus grand astronome de l'époque. Kepler espère dans cette rencontre pouvoir accéder aux archives d'observation de Tycho Brahe. Dans cette maison, Kepler va les étudier et réussir à en extraire des lois mathématiques. Son projet est de découvrir le sens caché de l'architecture cosmique. Kepler est persuadé de pouvoir comprendre l'organisation du monde grâce aux mathématiques et plus particulièrement à la géométrie. C'est un être ambivalent et passionnant, à la fois scientifique et religieux. Sa quête l'entraîne même parfois vers l'astrologie. Au moment de sortir de son immeuble, je découvre avec beaucoup d'amusement une boîte aux lettres au nom de Kepler. Elle indique le nom d'un antiquaire. Cette quête mystique n'était pas du goût de Tycho Brahe, qui pressent cependant le génie mathématique de Kepler. Paradoxalement, la chance extraordinaire de Kepler est la mort prématurée de Tycho Brahe le 24 octobre 1601. Il est inhumé dans le chœur de l'église Notre-Dame de Thine. Une stèle représente l'astronome vêtu de son armure et porteur d'une épée, rappelant ainsi sa noblesse. Sa main droite, posée sur un globe, symbolise la science astronomique à laquelle il a consacré toute sa vie. Je suis resté un long moment en recueillement devant cette superbe stèle, peut-être avec l'espoir fou de capter l'âme de cet homme. Progressivement, j'ai le sentiment de pénétrer le regard du plus grand observateur de la Renaissance. La vocation de Tycho Brahe est née le 21 août 1560 lors d'une éclipse de soleil.
Le jeune Tycho est fasciné par le fait que des hommes aient pu prédire ce phénomène. Quelque temps plus tard, il observe avec assiduité le rapprochement des planètes Jupiter et Saturne et constate un décalage de près d'1 mois entre les prévisions indiquées dans les tables astronomiques de l'époque et ses observations. Choqué par ces désaccords, il décide de consacrer sa vie à améliorer les prédictions astronomiques. Nous sommes au château de Benátky, à une trentaine de kilomètres de Prague. Le lieu a considérablement changé depuis le début du XVIIe siècle. C'est un lieu important dans l'histoire de l'astronomie, car c'est ici que Tycho Brahe s'installe au début de son séjour pragois, après avoir quitté le Danemark. Il n'a passé que très peu de temps ici, environ 1 année, mais c'est au sein de ce château qu'a eu lieu la plus belle des rencontres de toute l'histoire de l'astronomie, celle de Tycho Brahe avec Kepler. Il ne reste pratiquement rien du passage de Tycho Brahe à Benátky. Et tout ce que je découvre n'est qu'une reconstitution, d'ailleurs excellente, de ces instruments. La quasi-totalité de ces observations ont été réalisées depuis l'île de Hven, une île située entre le Danemark et la Suède. Cette petite île avait été offerte par le roi du Danemark à Tycho pour y construire son observatoire. Un établissement scientifique extrêmement novateur, avec des instruments d'une qualité exceptionnelle pour l'époque. Cet observatoire anticipe nos établissements modernes, avec notamment un système de coupole tournante permettant de protéger les instruments d'observation qui sont alors les plus précis au monde. Et là, Tycho Brahe a réalisé à peu près quasiment une vingtaine d'années d'observations, les plus précises du monde à cette époque-là. Et il faut avoir conscience que nous sommes encore à une époque où la lunette astronomique n'existe pas, ni le télescope. Donc toutes les observations sont des observations réalisées à l'œil nu, avec des instruments de visée. Mais ce qui va faire la force de Tycho Brahe, c'est qu'il va pousser au degré de précision maximum, on peut dire, la qualité de ces observations grâce à des instruments de ce type. C'est une belle reconstitution là, ici, hein. Très très beau. Sur le modèle des instruments utilisés par Tycho Brahe. Avec la petite étoile artificielle, Et donc l'idée, c'est qu'on a une pinule, une fente, un repère qui est un cylindre, et qui permet ainsi de pointer ici, par exemple, de mesurer la hauteur des astres. Les instruments de Tycho Brahe sont des instruments de mesure d'angle qui permettent de déterminer avec précision la position des astres dans le ciel. Ah, superbe. C'est la constellation de Cassiopée. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une gravure de l'époque de Tycho Brahe, je pense. Et on voit la reproduction de la nova. Aujourd'hui, on dirait une supernova. La supernova du 11 novembre 1572, que Tycho Brahe va observer, qui va atteindre une luminosité telle qu'elle sera visible en plein jour, visible à l'œil nu durant 19 mois. C'est un astre qui a une importance considérable parce que Tycho Brahe va prouver que cette étoile, la supernova de 1572, est réellement une étoile qui est dans le monde céleste, ce qui va casser en fait un dogme admis depuis l'Antiquité, comme quoi un astre ne pouvait pas apparaître ou disparaître. Dans le prolongement de sa rencontre avec Tycho, Kepler travaille durant plus de 20 ans sur les données acquises depuis l'observatoire danois et finit par en déduire des lois de la mécanique céleste. Kepler comprend que les planètes tournent autour du Soleil sur une orbite elliptique avec une vitesse variable selon leur distance à l'astre du jour. Kepler a ainsi réalisé le rêve de Tycho, celui de prédire avec précision les phénomènes célestes et notamment les éclipses. Les lois de Kepler sont conçues dans le cadre d'un modèle révolutionnaire du monde, celui du système de Copernic. C'est le système de Copernic que l'on voit ici de représenter. Donc Copernic est mort en 1543 en publiant son ouvrage « La révolution des orbes célestes » et qui place le Soleil, que l'on voit ici, au centre du monde, et la Terre, qui est ici, devient un astre comme les autres, tournant autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le système copernicien, ou appelé aujourd'hui aussi le système héliocentrique.
Une nuit de train plus tard, nous arrivons à Cracovie. Ville historique d'une exceptionnelle richesse architecturale et patrimoniale, l'ancienne capitale de la Pologne est considérée comme le berceau de la nation et de la culture polonaise. Un délicieux charme romantique règne dans cette cité. Un observateur attentif pourrait éventuellement y remarquer que la plupart des horloges publiques anciennes ont des aiguilles tournant autour d'un axe représenté par un soleil rayonnant. La récurrence de ce symbole est-elle là pour rappeler que Cracovie fut l'une des villes de Copernic, l'homme qui mit le soleil au centre du monde, en lieu et place de la Terre. Cracovie est en effet l'une des villes qui a compté dans la vie de Copernic. Le grand astronome n'y est pourtant pas né, pas plus qu'il n'y est mort. Ce n'est pas ici non plus qu'il a étudié et écrit son fameux système de l'héliocentrisme. Pourtant, les quelques années passées par Copernic dans cette ville ont joué un rôle que l'on peut supposer essentiel, puisque c'est ici qu'il découvre et apprend ses premières notions d'astronomie en tant qu'étudiant au Collegium Maius, l'université de Cracovie. Grâce à Marguerite Taborska, directrice adjointe du Collegium Maius, je découvre la richesse patrimoniale de cette université et tout particulièrement la salle Copernic, véritable salle du trésor où sont conservés des souvenirs évoquant la mémoire de l'illustre astronome. Là, on arrive. Un vrai trésor.